Ce matin pour cette nouvelle conférence. Est-ce que vous m'entendez correctement? On va utiliser le chat comme d'habitude pour ceux qui participent de temps en temps ou régulièrement à mes conférences. Donc pour poser vos questions, réagir. Est-ce que vous m'entendez bien? Good. Alors moi ce matin, j'ai l'habitude de commencer par ça. D'où est-ce que vous vous connectez? Ça permet aussi aux retardataires, il est 9h01, donc d'arriver. Moi ce matin, je suis à Boulogne, Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Donc bonjour de Boulogne, bonjour Jean-Michel, Nicolas, Pierre, Patrick, Sylvie, Thierry, Franck. Bonjour Franck. Vassil, Pierrick de Lille, de Toulouse, de Lyon. Vous avez un peu de neige à Lyon? Peut-être bientôt, certaines pistes sont ouvertes. Ok, Carole, non, vous entendez pas? Lille, Dunkerque. Bonjour Nicolas. Bon, super. Eh ben on va démarrer. Moi j'aime bien être quand même à l'heure, commencer à l'heure et puis finir à l'heure. C'est essentiel pour moi. Alors, l'IA, réussir son intégration dans les équipes. D'abord, voilà, dans quel cadre est-ce que je fais ça et qui je suis? On va poser la question. La dernière fois, justement, on m'a dit, bah, tiens, vous ne parlez pas beaucoup de qui vous êtes et de ce que vous faites. Moi, mon métier, grosso modo, c'est de mobiliser, d'aligner et structurer. Voilà, mobiliser, aligner, structurer, accompagner le changement. Mais pour accompagner le changement, ces trois mots sont clés. Et sur le fond, en fait, ce qui me passionne, en fait, c'est de prendre soin. Prendre soin, alors c'est pour les personnes dans les organisations, c'est les équipes et puis c'est les organisations. Donc j'interviens sur des sujets parfois d'alignement stratégique, mais très très souvent en fait sur des accompagnements assez opérationnels quand il y a des projets de changement ou quand il y a des transformations pour éviter les silos notamment. Donc ça m'arrive assez fréquemment d'intervenir sur ces sujets-là. Et derrière la conduite du changement, souvent on se dit, mais finalement, c'est faire de la formation, c'est faire de la communication. Et moi, ce que j'observe, c'est que parfois, il y a quand même bien souvent un manque de rigueur et d'exigence. Et pour qu'il y ait de la liberté et qu'il y ait de l'efficience collective, il faut qu'il y ait de la rigueur et de l'exigence. Donc, quand je travaille sur un projet ou sur une transfo, je pose toujours cette règle ensemble, collectivement. Et donc, commencer à l'heure, c'est tout bête, mais ça va avec la rigueur et l'exigence. Voilà. Pour moi, perso, ça n'est pas acceptable de commencer des réunions 15-20 minutes plus tard, parce que si on commence à s'autoriser ce genre de choses, ben, on s'autorise à ce que certaines choses soient pas faites ou soient mal faites, etc. Et c'est une conséquence systémique qui est extrêmement importante. Voilà. Donc, mobiliser, structurer, aligner, avec de la rigueur et de l'exigence. Je fais ce cycle de conférences parce que ça fait longtemps que je suis sur les transfos, ça fait longtemps que je vois que ça se passe quand même pas très bien dans beaucoup de cas. Et j'ai la conviction que il y a moyen de faire fonctionner les choses mieux, euh, sous réserve de respecter un petit peu le système entreprise. Donc, c'est l'organisation, c'est les équipes et c'est les personnes. Et il y a 2 ans maintenant, on a créé une association sur les transformations éthiques. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le mini-site. Voilà, moi, avec l'expérience maintenant que j'ai, ce que je me dis, c'est que quand j'interviens, j'essaye autant que possible de travailler sur ces 5 piliers. Je voudrais souligner l'alignement des acteurs, pour moi, une des causes vraiment importantes de difficultés qu'il y a dans les équipes et dans les problèmes que je rencontre, c'est qu'il y a souvent des gens qui ne sont pas à la bonne place. Donc, ce n'est pas un problème de compétences, non, c'est des compétences qu'ils n'ont pas, mais on n'est pas tous faits pour faire les mêmes choses et c'est important
respectueux de ça, en fait, respectueux des différences des uns et des autres et d'avoir conscience des talents. Donc là, voilà, je faisais juste un petit éclairage parce que finalement, dans la majorité des projets que j'accompagne, je suis confronté à cette difficulté. Alors maintenant, plongeons dans un sujet, l'IA, qui est vraiment un sujet qui préoccupe absolument tout le monde, qui est une difficulté quand même pour la grande majorité des organisations. Moi, ce que j'observe en fait depuis 1 an et demi à peu près, que je m'intéresse à ce sujet, c'est que finalement, il y a absolument aucune standardisation. C'est très hétérogène. Il y a énormément de temps passé et un niveau de valeur ajoutée ou de retour sur investissement qui est finalement pas très élevé. Et donc, je vous propose de faire un focus sur la mise en place de l'IA et on va aborder deux angles de vue, l'angle entreprise et puis l'angle équipe qui est pas tout à fait la même chose. Et je pense que ça explique beaucoup aussi des difficultés actuelles des organisations pour le mettre en œuvre. Donc, quelques constats, les enjeux pour installer l'IA, les résistances, hein, pourquoi est-ce que c'est difficile ou qu'est-ce que vous pouvez observer comme difficulté et moi, quelques recommandations sur les questions auxquelles répondre pour réussir son intégration. Alors, en intro, peut-être, où est-ce que vous en êtes de la mise en place de l'IA? Est-ce que c'est comme dans beaucoup d'organisations, ce sont des démarches individuelles? Est-ce que vous avez déjà des cas d'usage qui sont identifiés, un début de déploiement sur certains cas d'usage ou est-ce que alors là, c'est carrément installé? 1, 2, 3 ou 4 sur votre contexte actuel. Moi perso, moi je suis clairement en 2 et j'utilise l'IA absolument tous les jours, que ce soit pour des questions, pour préparer des présentations. Là j'ai préparé un document d'auto-évaluation pour une association et j'ai créé un prompt qui permet d'avoir mon auto-évaluation directement comme si c'était un site internet et c'est juste bluffant d'arriver à faire ça en 5 minutes. 1, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 1. OK, donc il commence à y avoir un petit peu de déploiement sur certains cas d'usage, top. Bah, c'est comme ça qu'on arrive à avoir, véritablement un bon ROI sur, l'utilisation de l'IA ou en tout cas une vraie création de valeur. On va plutôt parler de vraie création de valeur parce que le coût est finalement relativement faible d'utilisation de l'IA, en tout cas pour un certain nombre d'applications. Ce qu'on peut dire en tout cas, bon, je pense que maintenant que c'est une évidence pour la majorité d'entre nous, c'est que l'IA, on peut l'utiliser vraiment absolument sur bah, toutes les thématiques. Alors moi, j'ai tendance à le mettre en deux catégories en fait. La catégorie des spécificités. On va être dans un univers technique et on va aller chercher l'IA pour répondre à une vraie solution technique. Mais il y a toute une partie d'IA qui peut servir au quotidien. C'est les comptes rendus de réunion. Alors ça, maintenant, c'est beaucoup utilisé, mais c'est la préparation des slides. Ça va être la synthèse de rapports écrits, la mise en forme de documents. Et ça, pour le coup, mais ça concerne énormément de gens. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore très peu utilisé. En tout cas, l'IA potentiellement peut servir absolument à tout le monde. Dans le monde, on a grosso modo 75% des entreprises qui l'utilisent au moins partiellement, hein, contre 50% en 2022, ça ne va pas tellement surprendre. En France, ben bon, comme souvent, on est un petit peu en deuxième vague quand il s'agit d'adopter. Le changement est un peu plus compliqué, hein, et je vois même en conduite du changement, on est beaucoup moins mature que les États-Unis et même que la Belgique. Le niveau de maturité en conduite du changement en Belgique est nettement supérieur. Et voilà, ce qui ressort des études, c'est que les fonctions les plus concernées, c'est marketing, vente, développement de produits, services informatiques. Maintenant, les applications sont vraiment extrêmement nombreuses et il y a des tas de choses à découvrir. Il y a un sujet de sécurité et ça, moi, ce que j'observe, c'est que
depuis une petite année, il y a une vraie prise de conscience de l'importance d'avoir de la sécurité, avec beaucoup d'IA fermées, hein, parce que justement, on ne veut pas permettre finalement aux concurrents ou aux autres finalement d'avoir accès aux informations qui sont propres à l'entreprise. Hier soir, je discutais avec un ami qui me disait, bah oui, tiens, je voudrais pouvoir calculer automatiquement mes prix, mais ça, je ne vais pas rendre accessible cet outil aux clients parce que sinon, ça veut dire que la concurrence va avoir tous mes prix. Donc, je vais le rendre accessible uniquement à mes commerciaux. Donc, il y a une notion sécuritaire par rapport aux informations de l'entreprise et donc par rapport notamment à l'hébergement des données. Donc, et moi, je trouve que depuis que je bosse dessus, c'est vraiment un constat important. C'est la difficulté à avoir une véritable valeur ajoutée. Il y a un temps d'apprentissage qui est important, avec une valeur ajoutée qui est souvent est assez relative, parce que la structuration sur la mise en place de l'IA est clairement pas en place, et c'est assez peu piloté. Et donc, il y a des défis à la fois de processus interne et puis de conduite du changement. L'IA fait peur, même si la majorité se disent, ben oui, effectivement, c'est important. Aller sur quelque chose d'aussi nouveau que l'IA et on va voir pourquoi, et ben ça amène un pied sur le frein pour beaucoup de gens. Alors, je vous partage ce graphique de Gartner que je trouve intéressant et vraiment assez parlant. Je pense que ça va bien vous parler. On voit que finalement, il y a une courbe d'espérance sur l'efficacité de l'IA qui est absolument énorme. On se dit, bah, l'IA, ça va solutionner plein de problèmes. Donc, on démarre en disant, Ouah, on va mettre plein, on va investir du temps, de l'argent dessus, ça nous permet ça. Et puis en essayant, on se rend compte que finalement, ça pose un certain nombre de difficultés, voire beaucoup de difficultés. Et donc à ce moment-là, les exigences deviennent beaucoup plus raisonnables, beaucoup moindres. Et donc vraiment, on est vraiment en phase de structuration en ce moment. Il y a des tas de projets dans tous les sens, mais c'est important d'avoir une approche structurée et structurante avec des ambitions qui soient raisonnables pour éviter qu'il y ait une déperdition d'énergie, de temps et d'argent sur des projets d'IA. Alors, il y a un véritable changement de paradigme et ça vraiment c'est important de le souligner et ça permet aussi d'avoir je dirais de l'empathie vis-à-vis de la difficulté que peuvent rencontrer les personnes dans votre entreprise. C'est que dans le passé, en fait, on était sur que va faire un outil pour moi. Donc ce n'est plus que va faire l'IA pour moi, en fait. Comme c'était le cas avec, si vous prenez un CRM, vous prenez n'importe quel outil, on se dit, mais que fait cet outil pour moi? Mais c'est pas comme ça avec l'IA. C'est que vais-je faire avec l'IA? Qu'est-ce que je vais faire à l'IA? Et donc, c'est un vrai changement de paradigme parce que ça part d'abord de soi. C'est la qualité du questionnement des prompts qui va faire qu'on va avoir du résultat. Donc, on ne peut pas dire cet outil-là fait ça pour moi. Ou alors, il faut justement, et c'est pour ça que je parlais de cas d'usage tout à l'heure, il faut avoir identifié des cas d'usage pour pouvoir dire aux équipes, ben voilà, si vous faites ça et ça, et ben voilà le résultat que vous obtenez. Et à ce moment-là, on peut dire que l'IA va faire ça pour moi. Mais sinon, et aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans une étape de construction de ces cas d'usage. C'est que vais-je faire avec l'IA et que vais-je faire à l'IA. Donc, c'est véritablement un changement de paradigme. Alors, quelques points, moi, qui me paraissent vraiment importants pour avoir justement une approche structurée et structurante, c'est avoir une démarche avec un petit peu de vision et de stratégie concernant l'IA. L'IA, mon sens, doit maintenant faire partie de la stratégie globale de l'entreprise. C'est où est-ce qu'on pense que l'IA peut créer un maximum de valeur et il y a certainement des périmètres, se dire, bah, tiens, on va plutôt investiguer là, mais on ne peut pas mettre des priorités partout par rapport à l'IA. Il y a
le business du quotidien qui court. Et donc, il y a moyen d'identifier les périmètres sur lesquels l'IA peut faire gagner soit du temps, soit créer de la valeur, soit les deux. Mais c'est important de se poser cette question-là et vraiment de se le poser d'un point de vue stratégique. Il y a un deuxième sujet et qui est en lien également avec ce que je évoquais à l'instant, c'est sur l'ongoing business, c'est que les ressources ne sont pas illimitées. Donc c'est au regard, et puis ça c'est important de l'aligner avec la vision et la stratégie, c'est au regard de mes ressources, à la fois humaines et financières, où est-ce qu'on va mettre notre énergie. Et puis, comment on va piloter ces ressources pour pouvoir avoir des boucles itératives. Moi, je conseille surtout sur l'IA d'avoir des boucles itératives qui permettent de compiler en fait des cas d'usage et qui permettent ensuite de standardiser au maximum. La conduite du changement est essentielle, particulièrement avec l'IA, parce qu'on l'a vu juste avant, c'est pas un outil, c'est bien plus qu'un outil. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, vraiment apprendre à utiliser et qui ne s'utilise pas que d'une manière, mais de tas de manières différentes. Et la limite de l'IA, j'en parlais encore cette semaine, c'est plutôt sa propre capacité hein, à se dire, mais tiens, qu'est-ce que je vais essayer ou où est-ce que je vais aller. Vous avez un nombre d'IA extrêmement important avec des spécificités qui sont particulièrement différentes. Moi, perso, je dois en utiliser 8 ou 9 et elles ont toutes leurs particularités. Donc, selon ce que j'ai envie de faire, je dis, bah, tiens, je vais poser cette question à celui-là. Tiens, là, je vais rajouter un agent ici. Et donc, ça, c'est un véritable apprentissage et qui nécessite de la conduite du changement parce qu'il y a une résistance importante. Déjà, quand il y a des nouveaux outils ou des nouvelles approches dès qu'il y a du changement, c'est compliqué, mais ça l'est encore plus avec l'IA. Donc, éthique et conformité, alors c'est pas exactement la sécurité, mais éthique et conformité, c'est essentiel parce que on a vu bon, que les États-Unis ont assez ouvert grand les vannes sur la possibilité d'investiguer tous les champs et de faire à peu près ce qu'on voulait avec l'IA. C'est nettement moins le cas en Europe, mais dans toute organisation, il y a un sujet, OK, en matière d'éthique et de conformité, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on autorise et on n'autorise pas avec l'IA. Et puis, évidemment, il y a un pilotage qui est à faire. C'est qu'on définit une vision, une stratégie avec l'IA. Ensuite, il faut pouvoir piloter, voir un peu ce qui fonctionne pas. Comme il y a des étapes d'apprentissage qui sont absolument nécessaires, ça permet de savoir justement où on va réallouer les priorités humaines et financières en fonction de ce qu'on découvre. Alors, sur la partie et des équipes, là, moi, ce que j'expérimente en fait depuis quelques mois, c'est vraiment la création de cas d'usage. Il faut essayer, 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 créer des prompts et heu et une fois que c'est fait, installer voilà, j'utilise cette dénomination, la standardisation agile. En fait, quand on parle de standard, on se dit: «Bah, tiens, on installe un standard et si on fait tout le temps comme ça va marcher». Sauf que, avec l'IA, on ne peut pas parler de standards figés. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir essayer en permanence et puis de mettre à jour ces standards ou de mettre à jour ces cas d'usage ou de les faire évoluer et de faire une bibliothèque de cas d'usage. Donc moi, voilà, je l'observe dans certaines organisations. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer une bibliothèque de cas d'usage, mais surtout que les collaborateurs concernés vont pouvoir utiliser. Parce que je vois aussi des bibliothèques de cas d'usage mais il y a une, 2, 3 personnes qui l'utilisent et il y en a un tas d'autres qui sont sur le bord de la route à se dire: «Ouais, l'IA, c'est super, mais ça me fait peur, donc j'y vais pas». Et donc cette dimension accompagnement, elle est absolument nécessaire, si on veut avoir une vraie création de valeur et une utilisation, de ce temps passé à créer des cas d'usage. Hem, les résistances, je voudrais souligner, si vous suivez de temps en temps mes conférences,
j'aborde en fait assez fréquemment le sujet des résistances parce que quand on parle de changement, eh ben, qui dit changement dit résistance. Et donc, je voudrais vraiment souligner ces trois directions, ces trois causes en fait possibles, essentielles de résistance. Il y en a évidemment qui veulent pas. Il y en a qui veulent pas parce que bah, voilà, la techno, ils aiment pas. Il y en a qui veulent pas parce que leur chef leur a refusé une augmentation voilà. Ou alors le chef de projet qui s'occupe de l'IA, ils peuvent pas le blairer. Voilà. Non, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Hein. Il peut y avoir des raisons tout à fait subjectives. Ne se sentent pas capables. Et ça, je vois une énorme proportion de gens en fait qui se sentent pas capables, qui sont vraiment terrifiés par le fait d'utiliser un outil qui finalement qui est pas carré dans le sens où on lui fait faire ce qu'on veut en fait. Donc il est carré si on lui dit d'être carré, mais si on lui dit d'être rond, il va être rond. Donc c'est un vrai changement culturel hein, avec l'utilisation de l'IA. Et puis il y a tous ceux qui comprennent pas, qui veulent pas y aller parce que se disent ben ouais c'est quoi le sens pour moi de faire ça et expliquer le sens et donner de la visibilité sur le pourquoi et comment ça va se passer, c'est une étape essentielle pour pouvoir embarquer. Alors, quoi faire? Quelles sont les questions auxquelles moi je vous invite à répondre? Le CODIR porte-t-il ce sujet? Euh, c'est souvent pas le cas, en fait. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a dans beaucoup d'organisations, c'est un sujet qui va être porté par des early adopters ou des gens dans les équipes, hein, de manière très, très opérationnelle, qui vont prendre quelques initiatives, se dire bah, tiens, j'essaye ça, mais ça doit véritablement être porté par le CODIR si on veut pouvoir généraliser et avoir des bénéfices assez rapidement, sachant que finalement, tout le monde va aller vers l'IA, ça c'est une certitude. Donc, soit on décide d'y aller relativement tôt et on est les premiers à bénéficier de la valeur ajoutée qu'apporte l'IA, soit ce sera en suiveur dans quelques temps, et en attendant, les concurrents, ils auront potentiellement pris un petit peu d'avance. Donc, autant que ce sujet soit apporté le plus rapidement possible par le CODIR et évidemment avec des objectifs spécifiques. Ok, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels bénéfices on en attend et quel est le ROI. Euh, et je souligne que la première cause d'échec des projets est finalement installer l'IA ou utiliser l'IA dans un certain nombre de processus. Finalement, ça devient un projet. Et la première cause d'échec des projets, c'est le déficit de sponsorship. Donc, si le CODIR ne porte pas au moins partiellement le sujet de l'IA, l'IA ne pourra pas s'installer correctement dans l'organisation. C'est une certitude. Alors, ensuite, ben, avez-vous défini les processus ou les départements qui bénéficieront les premiers de l'IA? Alors, après, on peut ouvrir, dire à tout le monde, allez-y, battez-vous, essayez, on vous donne quelques ressources IA ouvert ou fermé. OK. Et puis ensuite, disposez-vous des données nécessaires pour entraîner et alimenter les modèles d'IA? Parce que la data est un vrai sujet. Alors pour beaucoup d'organisations maintenant, et puis il y a des professionnels de la data, parce que cette data utilisée avec l'IA donne un pouvoir absolument essentiel en business intelligence. Si on a des données de qualité, c'est incroyable ce qu'on peut arriver à faire pour aller chercher de nouveaux clients ou identifier tous ceux qu'il est pertinent de rappeler qui ont telle caractéristique. Voilà, l'IA est un accélérateur de développement extrêmement important. Et alors, je vois une question de Martine, définir le ROI d'une innovation. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, on ne peut pas toujours identifier ce que le ROI ou le déterminer. Par contre, une fois qu'on a cadré, un projet et qu'on se dit, bah, tiens, l'IA, on est sur tel périmètre. Sur tel périmètre, on se dit que l'IA, a priori, là, on a une séquence, on a sur le processus, on a un temps qui est relativement important.
a priori, en utilisant l'IA, on doit pouvoir diminuer ce temps par 2 ou par 3. Voilà et à ce moment-là et ben, justement l'objectif, c'est, de réduire, le temps de traitement de tel processus. Ça peut être, un autre, par exemple, sur la production de rapports. La production de rapports, on dit: «Bah, tiens, voilà, il y a des rapports qui sont faits, par telle personne ou par telle équipe et qui prennent un temps considérable» et bien, on va s'appuyer l'IA et on imagine que, le temps va être non seulement divisé par 2, mais qu'en plus qualitativement, en allant utiliser une IA qui est spécialisée sur notre univers technologique, qui est celui-ci ou celui-là, et ben, on va pouvoir, avoir non seulement gagné du temps, mais, gagner beaucoup, beaucoup en qualité. Heu oui, Sylvie, effectivement, c'est un très bon point par rapport aux résistances qu'on évoquait tout à l'heure. Et il est très difficile, en fait, de dire, «Je me sens pas capable». C'est très rare que les gens soient capables de dire ça. Donc effectivement, il peut y avoir des tactiques et là, ce qu'évoque, Sylvie, effectivement, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Avez-vous des recos pour surmonter, cette résistance? Alors moi, j'évite le mot résistance, je vais plutôt utiliser un atelier crainte-espoir. Et à ce moment-là, je vais, voilà, en présentant le projet, heu, demander quelles sont les questions de clarification, ensuite quels sont les espoirs et ensuite quelles sont les craintes. Parce que c'est pas parce que c'est une crainte, même si nous on va le qualifier de résistance, une crainte c'est pas vraiment une résistance, c'est une inquiétude, c'est pas encore nécessairement une résistance. Donc moi, je trouve que ça met de la bienveillance vis-à-vis des personnes qui ont du mal à y aller, qui ont potentiellement envie, mais qui en sont juste à l'étape de crainte et pas encore de la résistance. Mais merci, je suis tout à fait d'accord, avec vous, je partage, Sylvie. Heu, Avez-vous les infrastructures technologiques nécessaires pour intégrer l'IA et un plan pour l'intégrer? C'est sûr que, l'IA nécessite un petit peu d'infrastructure, alors donc soit on est, sur de l'IA interne, soit on est sur de l'IA externe. Est-ce que, on a, les éléments, au-delà d'avoir les données, une infrastructure techno pour traiter les données? Donc ça, c'est vraiment une question à adresser et c'est vraiment très en lien et on voit à quel point c'est en lien avec une vision, une stratégie sur l'IA et un budget pour l'implémentation et la maintenance, de l'IA, évidemment. Quel est le niveau de compétence actuel de votre équipe en matière d'IA? Il peut y avoir besoin, ben, de former, certaines personnes, et là, il y a une dimension stratégique sur, bah, finalement, on va décider d'avancer sur l'IA sur tel périmètre parce qu'on a tel gain à aller chercher et ben, comment on fait? Voilà, comment on s'appuie sur, soit, un support externe, soit on va former une personne pour aller expérimenter en mode agile et créer les cas d'usage. Mais voilà, il y a vraiment une stratégie à définir sur la manière d'intégrer cette compétence. Savez-vous comment vous allez gérer les aspects éthiques et de conformité, liés à l'IA? C'est un gros sujet et d'autant plus selon les secteurs dans lesquels vous travaillez. Alors, là, on est vraiment typiquement sur la conduite du changement. Avez-vous structuré l'histoire à raconter en lien avec la stratégie? Une fois qu'on a défini, tiens, l'IA, voilà à quoi ça va nous servir, voilà quelles sont les priorités. Moi, je parle d'histoire du changement. C'est très important, et ça, je le vois vraiment, vraiment tous les jours, de pouvoir, raconter toujours la même histoire sur pourquoi on installe l'IA, qu'est-ce qui est prioritaire, quel est le risque de ne pas faire? Moi, je vous invite à répondre à cette question. Quel est le risque de ne pas installer ou ne pas commencer à installer l'IA de manière à pouvoir avoir le même discours auprès des collaborateurs? Parce que plus les discours sont différents, bah, plus vous développez de possibles résistances. Et évidemment, un plan de conduite du changement, bah, comment vous vous y prenez pour pouvoir, accompagner tout ça? Et en même temps, je lis les commentaires.
Oui, et Vassil, c'est un bon point. Il y a utilisateur qualitatif très négatif à l'égard de l'IA. Du coup, les DG n'avancent pas. Bah oui, mais alors ça, moi, je trouve que c'est un vrai problème. C'est qu'à un moment donné, c'est important que la dynamique, elle parte de la direction générale et même s'il y a de la résistance, il faut savoir utiliser peut-être certains acteurs. Et en conduite du changement, on parlait énormément de stratégie des acteurs. C'est avec qui on va travailler et comment on va démarrer les choses pour que ça devienne acceptable par un plus grand nombre. Et dans un cas comme celui-là, ça peut être de se dire, bah, tiens, compte tenu de la situation, en IA, on va démarrer ici pour telle raison. Une fois qu'on aura montré que ça marche, on va pouvoir communiquer largement sur les bénéfices qu'on a obtenus. Donc, ça va nous permettre d'aller sur tel autre périmètre et à ce moment-là, plutôt fonctionner en stratégie des petits pas. Mais effectivement, c'est un bon point. Après, il faut que parfois que le DG ou le CODIR, justement, soit suffisamment solide pour bousculer un peu les lignes, hein, et parfois, il y a vraiment besoin de le faire pour avancer sur certains sujets, et ça peut être le cas avec l'IA. Euh, ouais, ce n'est pas le DG qui s'y colle. Euh, alors, en conclusion, donc c'est vraiment un changement de paradigme, l'IA. Et il y a les dimensions à la fois techniques, sécuritaires, humaines. Et ces trois types d'enjeux sont vraiment adressés. Et donc, ça justifie encore plus le fait de démarrer vraiment au niveau de CODIR. Mais pour ça, ça nécessite de se poser un peu. Je discutais encore cette semaine de CODIR avec un DG et je lui demandais si ils, ils avaient deux CODIR, un CODIR plutôt très opérationnel et un CODIR plutôt stratégique. Ben, non. Je dis, bah ouais, mais en fait, on ne peut pas travailler euh, des sujets stratégiques quand on est sur un CODIR opérationnel qui est hebdomadaire ou toutes les 2 semaines. C'est essentiel quand on veut prendre du recul et se poser un peu, d'avoir des CODIR qui soient un peu plus stratégiques, au moins, je dirais 2 fois par an. Et puis peut-être le sujet de l'IA, ça peut être d'avoir une réunion bien spécifique et idéalement, c'est des sujets sur lesquels c'est intéressant de sortir un peu de l'entreprise pour sortir du quotidien, pour pouvoir faciliter la prise de recul sur ces sujets. Et puis, on peut faire du test and learn, hein. Le test and learn est vraiment efficace. Parfois, on peut ne pas être au clair sur la stratégie à prendre et puis dire, bah, tiens, on va se donner tant de temps, mais durant ce temps-là, on va investiguer, on va questionner. C'est absolument essentiel. Essentiel. Et évidemment, un copil permet de piloter tout ça, mais c'est effectivement structuré. La réussite dépend de la capacité à activer conjointement mobilisation, alignement et structuration. Et donc là, la boucle est bouclée puisque j'avais commencé par là. Et bon, moi, il se trouve que c'est ma conviction, c'est ce que j'observe vraiment en permanence, c'est que ça peut pas être l'un ou l'autre ou 2 sur 3. C'est que pour qu'un projet fonctionne, il y a absolument besoin des trois. Alors j'ai mis la mobilisation en premier, mais on ne peut pas mobiliser si on n'est pas aligné, ça c'est clair, et surtout si le codir n'est pas aligné. Et s'il n'y a pas de structure, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a besoin de mobiliser, d'aligner et de structurer. Je vois encore beaucoup trop d'organisations où potentiellement ils sont alignés, ils disent bon, allez tiens, il faut faire ça, mais ils ne prennent pas le temps d'expliquer et donc d'engager les collaborateurs et les managers. Encore moins les managers. Souvent les managers apprennent les projets en même temps que les équipes et ça pose quand même des grosses difficultés. Et puis il y a très souvent un déficit de structure sur comment on fait, comment on s'organise, qui fait quoi, qui amène une déperdition d'énergie et surtout un désengagement derrière, parce que si c'est pas fluide, si ça fonctionne pas correctement, les gens se désengagent très rapidement. Effectivement, ne pas mélanger tactique et stratégie. Voilà, il est 9h34. Si vous souhaitez avancer en change, moi je fais des réunions régulièrement sur ce
professionnaliser en conduite du changement, parce qu'on a des programmes différents selon les rôles. Pour que le changement s'installe, il y a besoin d'activer différents rôles, change manager, sponsor manager, chef de projet. C'est quoi la gestion des nuls? Ça veut dire quoi? Martine, si vous pouvez préciser votre question, c'est pas clair pour moi. Donc la prochaine, c'est le jeudi 8. Je vous mettrai le lien LinkedIn sur Internet. Vous l'avez là, mais je ne pense pas que vous puissiez faire un copier-coller. Donc je vous le mettrai en vous envoyant le replay. Si vous voulez évoquer votre contexte spécifique, n'hésitez pas à prendre un créneau sur mon agenda. Et puis, la prochaine conférence, c'est sur l'installation de la conduite du changement dans son organisation. C'est une problématique quand même pour beaucoup d'organisations de finalement comment on fait du change. Est-ce qu'on fait du change sur un projet, sur 2, sur 3, sur 5? Et puis comment est-ce que progressivement on va installer cette compétence dans l'organisation? C'est vraiment une question adressée, en fait, quelle que soit l'entreprise, et il n'y a pas une recette à suivre spécifique. C'est vraiment très contextuel. Merci, merci Franck, qui a suivi effectivement, qui s'est certifié en change. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un de ton réseau, j'ai eu au téléphone dans la semaine, qui m'a appelé suite à ta recommandation. Merci. OK, d'accord. Voilà. Et ben écoutez, il est 9h36, on est on time. S'il n'y a plus de questions, et ben on va clôturer. Ravi d'avoir pu partager ce sujet d'IA absolument passionnant. Et puis au plaisir de vous retrouver soit sur cette fin d'année, soit sur une prochaine conférence ou un rendez-vous en one-to-one l'année prochaine. Belle journée à tous et puis à très bientôt.